notre mission, c'est de l'inclusion. Donc moi, je suis très heureuse si tu investis dans la boucherie du coin et si tu te rends compte du risque que tu prends, parce qu'il y a un risque aussi Forcément. que tu prends, et très heureuse si tu es heureuse aussi d'investir ou ton ami Bobo vegan qui voudra comme moi je préférerais investir potentiellement dans la vegan meat. Et je crois que là où tu as un point important, c'est que à la fin des fins, il faut se méfier de quand on dit que tout est facile, qu'il y aura un retour d'un claquement de doigts. Et nous, c'est clairement pas ce qu'on fait. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma question préférée. Vous allez me dire que j'ai pas beaucoup de régularité et je pense qu'effectivement on est le podcast le moins régulier de France. Je m'en excuse. Là j'ai une bonne excuse, on était en période fiscale. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a quasiment mis en retard puisque je lui ai appris hier que la déclaration, il fallait finir sa déclaration avant ce soir. N'ayez pas peur, de toute façon le podcast sera d'ici une semaine ou deux. Donc, de toute façon, si vous ne l'avez pas déclaré, c'est déjà trop tard, vous allez être majoré, donc pas la peine de stresser. Oui, et si vous voyez à votre écran que j'ai le visage très très rouge, pas la peine de modifier votre écran, c'est simplement que j'ai eu un mariage ce week-end et j'ai pris un gros coup de soleil, donc ça permettra de voir si ma mère écoute toujours mes vidéos ou pas, parce qu'elle va m'engueuler bien évidemment parce que j'ai pas mis d'écran total. Donc voilà, j'ai fini de raconter ma vie, je suis ravi de rencontrer donc Pauline Pham. Salut Pauline. Hello, ça va? Ça va et toi? Très bien. Donc oui, on va dans cet épisode parler d'une nouvelle classe d'actifs qu'on n'a pas encore traitée, qui sont, on va dire de manière large, le private equity, ou sinon les sociétés non cotées, et plus particulièrement les startups. Donc l'idée, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est peut-être te présenter et nous dire en quoi tu es légitime pour nous parler un petit peu de cette classe d'actifs. Bien sûr, volontiers. Donc moi, c'est Pauline Pham. Je suis General Manager de Crowdcube pour la France. Avant ça, j'avais ma propre boîte que je n'avais pas cofondée, mais qui s'est rachetée par Capgemini. Et avant ça, je suis une repentie du conseil en stratégie, où j'ai beaucoup travaillé pour les services financiers notamment. D'accord. Et ta boîte, c'était dans quel domaine ? On était un venture studio, on crée des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux business pour d'autres boîtes, plus ou moins tech. Voilà, plutôt grosses à chaque fois. D'accord, donc tu as toujours été dans la tech, d'une manière ou d'une autre. Presque, oui. Absolument, ouais. À 90%, on va dire. D'accord. Donc, tu disais dans la présentation que tu as pris récemment ton poste chez Crowdcube. Récemment, ça va faire plus d'un an maintenant, un an, parce qu'il y a eu la création de l'entité, créer l'entité d'une entreprise britannique en France, post-Brexit, et sur un edge case, donc quelque chose de très niche comme ce que nous faisons. Ça a pris un certain temps, c'était pas facile. Et donc voilà, et ensuite recruter, créer toutes les opérations, finaliser tous nos travaux pour avoir les autorisations en Union européenne, et puis trouver les entreprises, travailler les entreprises pour mener les premières opérations. Ça a pris un certain temps, un an. Je trouve que c'est plutôt un beau succès jusqu'à présent. Donc, comme on parle d'investissement et tu parlais de la régulation, je vais faire le petit laïus traditionnel, à savoir que, bien évidemment, si on parle de performance, on parlera toujours de performance passée. On ne peut pas prévoir les performances futures. Tout à fait. Que des rendements élevés nécessitent un risque élevé. On va parler, bien évidemment, de la notion de risque qui est importante dans cette classe d'actifs. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Donc, et surtout, rappeler qu'on n'est pas là pour faire un appel public à l'épargne. Ce n'est pas le but. On ne donne pas de conseils, que ce soit toi ou même moi. On n'est pas là pour donner du conseil. Simplement, moi, c'est mon métier. Et je vous invite, du coup, à me contacter sur LinkedIn si vous voulez qu'on parle de votre situation. Et si aussi je ne l'ai pas fait en amont, de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les vidéos, surtout que, comme je vous l'ai dit, quand elles ne sont pas de manière régulière, vous pouvez les avoir avec la petite cloche qui sonne, et comme ça, vous n'allez rien rater. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Crowdcube, qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre modèle économique? Quelle est la plus-value que vous apportez à des gens qui,
connaissent de loin ce milieu de l'investissement dans le non-coté. Voilà. Tout à fait. Nous, déjà, on travaille avec deux parties, avec des BI, donc des entreprises, avec des SI, donc des investisseurs particuliers. Du côté entreprise, ce qu'on fait, c'est leur permettre d'ouvrir leur capital à l'échelle. Parce que jusqu'à présent, avoir des milliers, des centaines même d'investisseurs particuliers, c'était pas chose aisée, loin de là. Tout en augmentant leur maîtrise sur ce qu'on appelle leur cap table, leur table de capitalisation. Donc, voilà. Et de l'autre côté, d'un point de vue des investisseurs particuliers, c'est démocratiser cette classe d'actifs parce que notre vision, c'est que c'est pas de dire que tout le monde doit investir en start-up, loin de là. En revanche, si on a envie, c'est donner cet accès, rendre cet accès possible, parce que tu peux investir à partir de 10 € et donc acheter des actions d'entreprises, de start-up. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a une définition du terme start-up ou la tienne. On a combien d'heures là? Voilà, si toi tu devais la définir avec ta vision à toi et de manière relativement simple. Je pense que ce qui différencie une entreprise qui vient de se créer d'une start-up, c'est la perspective de croissance et donc l'actif technologique qui va permettre des économies d'échelle et d'une forte croissance de l'entreprise. C'est ce qui va distinguer une entreprise plus traditionnelle avec un business model traditionnel et qui est tout aussi beau et il n'y a pas un jugement de valeur à mettre là, d'une entreprise plutôt start-up, peut-être plus risquée aussi parce qu'elle va faire un pari d'innovation aussi, que ce soit une innovation technologiques, de services, de produits, j'en passe et des meilleurs, voilà. D'accord. Il y a pas mal de verbiage dans ce domaine. Ah oui, voilà, ça c'est vrai. Du non-coté, c'est souvent, moi qui viens du milieu juridique, je le vois notamment quand je fais les réflexions à mes amis notaires ou experts comptables, que ça exclut le client. Et oui, ça nous renforce en tant que sachant, mais est-ce qu'on entend parler de précis, de série A, de Love Money? Est-ce que tu peux décrire les différents types de levées de fonds qu'on va rencontrer du tout début, où on commence, où on a un embryon d'idées, on a besoin des premiers, on va dire, la première dizaine de milliers d'euros qu'on n'a pas forcément, jusqu'à avoir la dernière étape, une envie de développement à l'international. Tu peux un petit peu décrire ces différentes levées? Oui, bien sûr, parce que je suis d'accord avec toi, c'est quand même un vocable, un jargon d'un petit écosystème dont tu fais partie, puisque tu le comprends. Mais déjà, d'une part, une chose à dire, c'est qu'il y a beaucoup de belles boîtes, tech, start-up, qui se développent aussi sans faire appel à du VC, du venture capitalisme, donc des fonds. Et donc, si on prend cette portion en fait des entreprises qui lèvent de l'argent, comme on dit, en effet, il faut s'imaginer une courbe. Donc, on commence tout petit, on a un projet, une idée, ça va être du pré-seed, donc c'est avant, seed ça veut dire en anglais c'est la graine, donc c'est avant la graine, donc souvent il y a un concept, peut-être une équipe de 1-2 personnes, il n'y a pas grand chose de sûr, donc c'est très très risqué, et donc là c'est le pré-seed. Ensuite il va y avoir quelque chose qui a été un peu plus formalisé, sans même parler d'un produit en tant que tel, mais on va parler peut-être d'un MVP dans le jargon plus produit, donc Minimum Viable Product, donc avoir une première version de son produit. Et donc là, ça va être du seed. Et ensuite, une fois que l'entreprise, la période un peu critique, c'est quand l'entreprise, elle trouve son product market fit, et même son market fit. Et donc, ça veut dire qu'elle arrive à avoir des clients, elle arrive à avoir de la récurrence, elle arrive à éviter que simplement d'investir, mais aussi de commencer de générer quelques résultats. Et donc là, c'est qu'elle aura trouvé son product market fit. Et là, on va dire qu'elle sera plus robuste pour passer en série A et j'en passe. Et on va dire que, je dis beaucoup, on va dire, à partir de la série B, jusqu'à C, c'est plus la structuration de l'entreprise. Et là, elle va grossir, elle va continuer de se structurer pour passer des paliers et devenir beaucoup plus globale. D'accord.
Et il y a des montants, à part, voilà, série A, série B. Ça, c'est un long débat et en plus, ça dépend beaucoup des géographies. Jusqu'à très longtemps, une série A aux États-Unis, ça pouvait être une série B, voire C en France. Maintenant, on voit même qu'on a beaucoup... le marché du venture capitalisme a beaucoup augmenté en France. Donc, on va dire que ces écarts, si tu parles d'une entreprise belge ou espagnole, tu peux les refléter aussi. Donc, c'est un peu des choux et des carottes. Et maintenant, en plus, on voit des séries A qui se font à des montants astronomiques. Et encore une fois, le métier de VC, c'est pas mon métier. Donc, je préfère laisser à ces gens très sachants dire exactement quels sont les montants qui changent énormément et encore plus dans ton contexte actuel. Ok, parce que tu dis que c'est pas ton métier, c'est pas le mien non plus, mais pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est que souvent les levées de fonds, il y a des méthodes de valorisation. Donc là aussi, il y a des débats entre le chiffre d'affaires, l'EBITDA, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges avant les amortissements. C'est un peu complexe et ça dépend un petit peu de voilà, parce qu'il y a des boîtes qui vont lever de l'argent alors qu'elles n'ont pas d'EBITDA parce qu'elles gagnent pas d'argent. D'autres qui vont avoir un bon EBITDA, mais certains VC vont se dire il n'y a pas forcément d'espérance de croissance. Le VC en particulier, si on parle de ce persona-là, lui, ce qui va... tu as dit le mot, ce qu'il va évaluer, essayer de calculer, ça va être le potentiel, en fait. Et le potentiel, comment il l'active, comment il le transforme, ce VC, pour faire en sorte qu'il soit un bon investissement. Normalement, c'est en mettant le plus de capital possible dans cette entreprise pour qu'elle puisse être la première à... avoir une taille suffisante sur le marché, en fait. Donc, ces valorisations, elles dépendent en effet de plusieurs critères, d'un marché, d'une conjoncture aussi, d'une stratégie du fonds lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas... c'est pas une science exacte du tout. C'est beaucoup de pratiques, même, versus... Et est-ce que votre rôle, du coup, c'est de faire matcher un petit peu, quand tu dis ça dépend du fonds, de ses aspirations de faire rencontrer un peu, se dire, mais moi j'ai des VC d'un côté, j'ai des boîtes qui veulent ouvrir leur capital, et se dire, ils ont la même philosophie, ça peut matcher par rapport, parce que un fonds, certes, c'est de l'argent. Oui, bien sûr, ça nous arrive. C'est pas du tout notre cœur de métier, loin de là. C'est beaucoup plus parce que on connaît, comme on a de bonnes relations depuis très longtemps avec certains VC, même on crée de très bonnes relations en France avec certaines très belles maisons d'investissement, des investisseurs visionnaires aussi. En fait, c'est pour ça que ça nous est plus facile, mais à la fin des fins, c'est quand même la décision d'une entreprise et d'un investisseur de se taper dans la main. Ça, nous, on prend pas du tout on n'a pas de stake, on n'a pas de prise sur ça. C'est juste un email de mise en relation, ce qu'on fait. D'accord. Donc, et quand moi, par exemple, j'ai envie d'ouvrir le capital du cabinet, donc je sais pas si c'est peut-être un mauvais exemple puisque je suis profession réglementée. Oui, c'est pas le meilleur des... Ou un chef d'entreprise vient te voir. Comment ça se passe? Puisque moi, je me dis que beaucoup de gens n'ont pas fait des études en finance, n'ont pas de notion de finance d'entreprise, de comptabilité. En particulier en France. Surtout en France, effectivement. C'est que vous faites ce qu'on appelle la due diligence. Vous nettoyez un petit peu les dossiers et pour présenter des dossiers solides sans... Je suppose que vous n'avez aucune obligation de résultat ou de moyens, ou peu importe. L'investisseur, in fine, prend son risque. Mais au moins, vous lui proposez, entre guillemets, des sociétés saines. C'est ça votre boulot en amont? Notre boulot, la manière, si tu me demandes quel est ton travail avec Kratcube, Pauline, notre boulot, ça va surtout être de travailler avec des entreprises qui sont convaincues que leur communauté, leurs clients, c'est une pièce cruciale dans leur développement, qui veulent, et donc c'est pour ça qu'elles y croient si fort, qu'elles veulent faire ce geste qui est tout sauf anodin, d'ouvrir leur capital et donc de transformer des clients en actionnaires. Donc demain, si toi tu te lances et tu veux des actionnaires, toi-même tu vas réfléchir à deux fois parce que c'est pas quelque chose de gratuit et de totalement anodin, comme je disais. Donc ça va être beaucoup plus
discuter avec l'entreprise, regarder avec elle quelle est la taille de sa communauté, comment sa communauté, à quel point elle est engagée, à quel point cette pièce, ça va être une pièce maîtresse de sa progression. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, bien sûr, comme tu parlais des persona des VC, un des gros éléments sur lesquels on se repose aussi, c'est sur l'analyse qu'auront fait les investisseurs, ces investisseurs professionnels, de cette entreprise. Et ensuite, nous, on a bien sûr toute la partie légale où on doit vérifier de nombreuses choses. Et des fois, c'est vraiment... c'est l'huile de coude, hein, c'est pas évident sur les fondamentaux de l'entreprise, d'un point de vue juridique, aussi d'un point de vue est-ce qu'elle aura suffisamment de cash jusqu'à 6 mois, si jamais pour réaliser son business plan. Donc bien sûr, ça c'est des éléments qu'on regarde aussi de très près. Vérifier l'aspect à la fois légal, comptable, je suppose. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, et moi je me pose la question, quelles sont les obligations que qu'un chef d'entreprise qui ouvre son capital a, parce que moi j'ai peur, de manière peut-être stupide, ou quelqu'un pourrait se poser la question aussi s'il ne connaît pas ce monde-là, de dire ok, je lui amène des fonds contre un pourcentage de sa société, mais c'est lui qui gère l'argent. J'ai entendu dans certains podcasts des boîtes et des proptech immobilières qui a expliqué que premier truc, une fois qu'ils avaient levé 15 millions, c'était de prendre un hôtel particulier comme bureau dans Paris, alors qu'ils avaient 20 salariés et qu'ils ont rempli après les bureaux. Moi, en tant que pingre et que quelqu'un qui est attaché à son ROI, si je donne de l'argent à un chef d'entreprise, c'est pas pour que la flotte automobile des cadres soit sympa, c'est pas pour que les locaux... c'est pour qu'il y ait vraiment que ça soit investi dans le R&D, que ça soit investi dans la progression de la société. Est-ce que, du coup, il y a des obligations ou après tout, le chef d'entreprise, il est libre de faire ce qu'il veut avec l'argent en tant que moi, client CrowdCube. Je vais sur la plateforme, je mets mes 150 €, mettons, parce que ce business me plaît beaucoup. Est-ce qu'il a une obligation vis-à-vis de moi ? Pas directement en ces termes. D'accord. Mais en soi, oui. Parce que l'objectif d'entreprise qui travaille avec CrowdCube, c'est pour créer encore plus de confiance avec sa communauté, avec ses clients. Des obligations d'information, il y en a, ça c'est certain. Et puis bien sûr, en tant que client, membre de la communauté et en plus de surcroît actionnaire, si tu n'es pas content avec la manière dont c'est fait, tu tout en droit de prendre contact avec l'entreprise dans laquelle tu investis. Ça, je pense que c'est le droit de chacun de dire que je ne suis pas d'accord. Après, à la hauteur de mes 150 €, ils vont rigoler et ils vont m'envoyer un LOL en réponse par mail. Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises qui sont très... qui care, parce qu'en soi, on sait que c'est cher, en fait. C'est le pourquoi souvent ils créent une entreprise, d'avoir un client. Je pense que toi-même, garder tes clients contents, c'est quelque chose de très important pour toi. Donc, je ne veux pas tomber dans une espèce d'image qui dirait que, par défaut, ils veulent se comporter comme ça. Je pense qu'il y a tout pour faire un monde. Certainement, il y a des entrepreneurs qui peuvent, des fois, se comporter autrement. De là à dire que c'est la règle, je pense que c'est un peu trop réducteur. Et vous, de toute façon, est-ce que vous faites un tri dans le sens où vous rencontrez les gens? Oui, absolument. Donc, je pense si on l'a sélectionné, il n'y a pas forcément... Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une brebis galeuse, d'un dossier. Je pense que ce qui est important que peut-être que je partage, c'est que j'ouvre un peu le capot pour voir comment ça se passe. Mais avant qu'une entreprise, d'une part, il y a, disponible sur CrowdCube, mais avant, en fait, c'est d'abord pour sa communauté. C'est ce que nous, on appelle en privé. Mais derrière, en coulisses, c'est des mois, en fait, de travail de l'entreprise. Et du point de vue marketing, expérience, pour expliquer ça, le pourquoi. Et comme tu le disais très justement, c'est d'un point de vue due diligence. Donc, par exemple, tout ce qu'elles disent, nous, on vérifie que c'est vrai. Et en plus, on doit faire attention à que tout ce qu'elles promeuvent, ce soit non-misleading, donc ce ne soit pas trompeur, ce soit équilibré,
Comme tout, comme on est régulé et en Grande-Bretagne et en plus en Union européenne, on est très, très, très vigilant sur ces sujets. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, notre relation avec l'entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le fait qu'elle se retrouve sur notre plateforme, il y a eu des semaines, des mois avant, où on a travaillé ensemble, où elles ont ouvert leur capot, où elles ont mis du temps et de l'argent pour créer cette opération. Et pour nous, c'est pour ça que c'est important. On n'est pas là. Une entreprise, quand on travaille avec elle, on ne dit pas que c'est clé en main. Mais toute cette période-là, c'est aussi pour être sûr qu'elle a compris dans quoi elle s'engage, c'est-à-dire une expérience autre avec sa communauté. Et donc, ça veut dire qu'elle va aussi, comme elle passe du temps à faire ça, c'est un investissement pour elle et opérationnellement et aussi en termes de sous financiers. Ça veut dire qu'elle est vraiment prête à construire ce dialogue, cette relation, de quelque nature qu'elle soit, avec sa communauté de clients et d'investisseurs. Donc, il faut qu'il y ait déjà une communauté minimum à la base. C'est certain, c'est combien de personnes? C'est quoi? C'est des followers sur les réseaux sociaux? Ce qu'on regarde en premier lieu, c'est les clients. Ensuite, ça va être plutôt ce qu'on appelle des utilisateurs. Donc, par exemple, c'est une personne qui est abonnée à ta newsletter ou qui regarde ta chaîne YouTube mais qui n'a pas encore franchi le pas, qui t'a peut-être envoyé un message sur LinkedIn mais avec qui tu n'as pas entamé une relation commerciale. Donc, on regarde ça. Et en effet, après, on regarde beaucoup d'autres points, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Trustpilot aussi, donc, ou alors les notes sur Google pour voir à quel point la satisfaction elle est là. Ça sera le premier élément clé qui va faire que de part et d'autre, on va se dire oui, il y a matière à. D'accord. Et du coup, je pense à un prospect qui développe une technique qui est une analyse en fait Alzheimer à travers du prélèvement sanguin. Ouais. Autant te dire qu'il n'a pas de compte Instagram, qu'il ne fait pas de TikTok sur ça parce que faire des danses et pour parler de ça, ça me paraît compliqué. Donc c'est des gens qui n'auront jamais des grosses communautés, mais qui oui ou non. Par exemple, si tu me parles d'intelligence artificielle, on sait qu'une des meilleures manières d'entraîner ces intelligences, c'est quand même avoir une communauté de data scientists derrière. Donc, en soi, quand tu regardes, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a souvent pas tout le temps, mais tu as souvent, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, des communautés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre troisième plus grosse verticale, nous, c'est ce qu'on appelle une grosse patate impact. Et dedans, tu as j'ai les mots en anglais, désolée, parce que je travaille en anglais, qui vient de ce qui est life science. J'ai droit à un joker. Life science, en français, c'est... les sciences, tout ce qui est la santé, l'industrie aussi, par exemple sur les mobilités. Moi, une des levées qui m'a beaucoup passionnée, celle de Enso, par exemple, qui sont en train de réinventer les pneus pour les faire bas carbone, en fait. D'accord. Tu as des entreprises aussi comme Aira. Donc Aira, c'est beaucoup de recherche et développement aussi parce que en fait, ils reproduisent de la viande végétale. Donc on a beaucoup en fait d'entreprises de ce côté-là et qui ont des communautés très diverses, de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs. C'est pas parce qu'ils sont pas sur TikTok que c'est pas une communauté pour autant. D'accord. Ok. Ouais, une communauté pro. D'ailleurs, ça me permet, tant que j'y pense, j'ai travaillé un petit peu cet entretien grâce aux questions de deux membres de la communauté de Crowdcube. Ok. Voilà, qui étaient hyper intéressés par le fait que je te reçois. Donc, je leur fais un peu de pub parce qu'ils ont été sympas de m'aider. Donc, il y a Clean Your Finance sur Twitter. Ok. Et Investissement Facile, Alexandre, allez voir leur blog et ce qu'ils font. Ils font énormément de boulot. C'est pas leur métier, ils font ça en side business. Ils passent tout leur week-end, beaucoup de nuits, à poncer, que ce soit sur du crowdfunding, crowdlending, voilà, tous ces produits-là. Et justement, ils sont un petit peu sur Crowdcube, mais version, je pense, anglaise à la base. On est une boîte anglaise. Hein, voilà, donc je pense qu'ils ont pas encore les produits français. Peut-être pas ce que vous proposez en France. C'est-à-dire que pour l'instant, à part celle de Mapster, en France, elles sont parties si rapidement que ça a été vraiment que la communauté qui a pu investir. Donc elles sont restées privées. Dans notre jargon, on dit que c'est privé. Elles n'ont pas eu le temps de devenir publiques sur Crowdcube, en fait.
Ok. Parce que c'est peut-être un des trucs qui sera intéressant de savoir, c'est que sur notre communauté Crowdcube d'1,5 million et quelques membres, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est ceux qui ont accès à la plateforme, mais il y a beaucoup d'opérations qui se font, qui ne sont pas encore... qui ne sont pas disponibles à cette communauté parce que tout simplement, elles ont été... l'allocation, elle a été pourvue avant que ça puisse être ouvert sur Crowdcube. D'accord, oui, d'accord. Ok. Ils ont récupéré de l'argent par d'autres canaux. Non, par leur communauté, en fait, via Crowdcube. Directement, ok. Par exemple, ce sera plus facile de l'ancrer dans du concret, mais Finari, Ouais. donc, je pense que tu dois connaître certainement, donc, il a fait une très belle opération. Ils ont levé 2,1 millions, donc auprès de juste de leurs clients premium, en fait, parce qu'il y avait plus suffisamment qui restait, en 20 minutes à peu près. D'accord. Justement, c'était une question que je me posais, donc tout ce qu'on appelle un peu les levées de fonds communautaires. Ouais. Tu me dis si je raconte n'importe quoi, c'est Promis. probable. Voilà, moi j'ai entendu des VC dire que si, mettons, on fait une première levée de fonds avec beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire que, je sais pas, je vais vendre 2% de mon capital à mon oncle, 3 à mon frère, 5 à mon voisin qui a un peu plus d'argent, et que les fonds, en général, pour une deuxième, on va dire, la phase 2, où tu as besoin de relever de fonds pour développer, ça les emmerde, pour parler crûment, d'avoir beaucoup d'associés dans la structure et qu'il faut mieux avoir le moins d'associés possible. Oui, c'est très compliqué. Vous imaginez, je pense qu'on a tous une horror story, une histoire un peu délicate de maison en indivision où on est tous en train de s'arracher les cheveux quand on va faire son assemblée générale de propriétaire, si on est propriétaire. En fait, et là, on parle d'une entreprise. Et donc, quand les associés, finalement, ne sont pas capables de s'entendre suffisamment pour le bien de l'entreprise qui est plus quelque chose d'au-delà de ce collectif, en fait. C'est là que ça devient embêtant. Et donc, ça met potentiellement en danger des employés, donc des clients. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément qui veulent être en kikinant, certainement. Mais c'est surtout que ça ajoute beaucoup de complexité. Donc, il y a un bénéfice au début quand on a besoin de sous-sous pour lancer, mais qui peut se transformer en cauchemar un peu plus tard. Et donc, nous, bien sûr, c'est pas la manière du tout dont on opère. Parce que sinon, je pense qu'on aurait mis la clé sous la porte depuis un certain temps. Et on n'en serait pas arrivé là. Et donc, c'est un des bénéfices, en fait, de travailler avec notre modèle. Parce qu'en soi, tous ces investisseurs, ils sont sur une seule ligne, en fait. Ils ont des droits aussi, en tant qu'actionnaires, mais ils sont sur une seule ligne dans cette table de capitalisation, ce qui rend, bien sûr, toute la gouvernance bien plus simple. Ok, il peut y avoir 1500 personnes, ça restera une ligne. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. C'est la communauté d'investisseurs particuliers, d'actionnaires particuliers de l'entreprise. C'est la ligne Crowdcube. Tout à fait. Ok, donc ça, effectivement, oui, c'est une bonne solution. Plutôt que tu prenais l'exemple de Finari, quel est leur intérêt de passer par la communauté plutôt par un fonds qui... Mais en fait, souvent, les entreprises font les deux. Et Finari, ils ont fait les deux. Donc, ils ont... Et c'est pour ça que je te saoule avec ce mot communauté, mais qui est vraiment très, très fort dans tout notre travail. C'est très bien. Je pense que tu connais Snowball. Oui, très bien. Voilà. Très, très bien. Et justement, je l'ai reçu. J'ai fait un épisode... Oui, j'ai regardé avec Juicy. Juicy, l'année dernière, mais c'est pour un petit peu remettre en cause ce modèle de gestion de patrimoine et que je trouve qu'il est bien. Bon, on en parlait en off des influenceurs, mais... Le coup, Yohan Lopez, que je trouve très bien, ce qu'il fait, c'est qu'il allie, et c'est la première fois que je lui ai parlé sur LinkedIn, c'est qu'il demandait des conseils pour être CIF. Donc, il avait un souci de régulation, d'être dans les règles de la régulation, plutôt que, comme font certains, je ne vais pas donner de nom, mais se créer une communauté, faire n'importe quoi, ne pas être en règle avec l'AMF, la CPR, de dire, de toute façon, moi, on ne va pas venir me chercher. Et une fois que j'ai créer la communauté, ça y est, je vends du produit. Donc ça, il faut faire attention. Mais sur la partie communauté, je trouve ça très bien parce que souvent, les conseillers en gestion de patrimoine, je parle puisqu'on est sur Snowball et la finance personnelle, on est issu d'un métier soit de la finance de marché, soit comme moi, du fiscal et du juridique, ou de l'immobilier. Et on ne nous apprend pas la notion de communauté, de marketing.
et on le développe comme moi, après, à travers ce podcast, bientôt une newsletter, et ainsi de suite. Donc, c'est bien en amont d'avoir un socle, parce qu'après, on peut vraiment créer un produit adapté à sa communauté, plutôt que de la créer dans un deuxième temps, et ça évite pas mal d'années de galère. Tout à fait. Mais en fait, et pourquoi... J'aime beaucoup le fait que tu cites l'exemple de Johan, parce que en fait, une communauté, c'est pas gratuit non plus. Et je pense que quand tu déçois ta communauté, c'est la première même à se détourner et puis à te dire que se sentir trahi a raison. Voilà. Et je pense que Johan, ce qu'il a fait, et c'est concrètement, moi, c'est un de mes exemples dans la manière dont on développe toute la partie beaucoup plus investisseur en France. On a créé notre newsletter. On essaie d'être le plus là possible pour répondre, même si on ne peut pas répondre à tout à cause de notre régulation, en fait, nos autorisations. Mais c'est très important pour nous de faire en sorte que les gens puissent se sentir en puissance, puissent poser toutes les questions qu'ils aient à poser. Et je trouve que Johan a magistralement réussi cet exercice à remettre de l'humain, à déculpabiliser les gens de ne pas savoir, en fait. Parce qu'on n'a jamais été éduqué à ça, ni à l'école, ni beaucoup ailleurs. Moi, j'ai fait mes propres devoirs à un moment donné, et notamment j'ai découvert Snowball, et c'est grâce à ça que j'ai beaucoup, et je fais pas la promotion, hein, c'est vraiment libre à vous de kiffer ou pas. On va gratter comme une newsletter version payante. On va non, mais je trouve que le mentionner sur LinkedIn. Le ton, il est assez singulier et très inclusif. Oui, et surtout, moi, ce que je trouve qu'il y a une véritable honnêteté intellectuelle, c'est que ça peut paraître un peu des discussions de gens du métier, mais que en étant CIF, il engage sa responsabilité. C'est ça. Dans ce qu'il écrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, et même à l'inverse de ce qu'a fait Johan, je vois des gens qui ont été CIF depuis 10-15 ans, voilà, qui sont sur YouTube. C'est clair pour tout le monde, CIF ? CIF, pardon, tu fais bien de me reprendre, conseiller en investissement financier. Et donc, il y a des gens qui se décifent, c'est pas très joli, mais qui arrêtent d'être CIF, qui vont faire du contenu, qui vont soit avoir des sponsors sur leur podcast. Voilà, moi, par exemple, en sponsoring, on peut prendre 50 000 € à une SCPI. Je ne prends pas cet exemple par hasard. Alors que moi, je vais devoir, pour gagner ces 50 000 €, vendre 1 million de parts d'SCPI, ou, je ne sais pas, sur 10, 20, 30, 40 clients différents. Sauf que j'engage ma responsabilité en termes de profil de risque, en termes de ça. Tandis que si je m'enlève du statut CIF, je peux raconter n'importe quoi, dire que c'est bien, que c'est pas bien, et j'engage jamais ma responsabilité. Je trouve qu'il y a un côté injuste. Et tandis que là, on a fait une bonne digression sur Snowball. Mais là où je trouve ça que c'est vraiment bien, c'est que contrairement aux autres, il engage sa responsabilité. Et ça, c'est important dans un monde où j'ai l'impression que les gens se fichent de la légitimité, où j'ai des confrères qui parlent de la chloroquine alors qu'ils sont CGP sur LinkedIn. Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà. Ok, on revient à nos moutons. Le modèle économique de Crowdcube, comment vous vous rémunérez ? Donc, c'est auprès de l'entreprise, dans un premier temps, puisqu'on prend en moyenne 7% sur le montant qui a été récolté auprès de la communauté de l'entreprise. Ensuite, il y a aussi quand tu payes avec ta carte, il y a un montant qui est prélevé, c'est 1,5%, 1,5, mais qui est capé à 250 € maximum, peu importe le ticket. Donc, le ticket, ça veut dire le montant que tu as investi dans l'entreprise. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, qui est une notion héritée du VC, le carry. Donc le carry, c'est une fois que l'entreprise potentiellement se fait racheter ou fait une entrée en bourse, donc une IPO dans le langage tech, une exit dans le langage tech aussi sur la partie rachat, on prend 5% aussi. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça, c'est clair parce que... Donc là, c'est du côté investisseur. Ok, du côté investisseur. Le particulier... la société, elle vous donne des honoraires, comment ça se passe ? Mais c'est ce que je disais, c'est 7%, c'est au succès en fait. Au succès, d'accord. Elle ne paie pas upfront, voilà. Elle paie uniquement donc c'est pour ça que nous, on a tout intérêt à mettre, à créer des opérations avec des entreprises qui sont plutôt engagées auprès de leurs clients et ont sont safe.
D'accord. Est-ce que ça soit UK ou en Europe, est-ce qu'il y a des thèmes, des industries où vous avez remarqué une forte appétence de votre communauté, je ne sais pas, la biotech, la proptech, des Oui, choses tout à comme fait. ça? Bah, je pense que de plus en plus, je te parlais de la patate impact. Mmh. Mais clairement, ça, c'est un retour de nos membres assez fort où on sent que ben, il y a un besoin d'investir dans des choses qui ont un surcroît de sens, d'impact. Donc il y a c'est pas un investissement transactionnel, tu vois. J'ai besoin de financer quelque chose qui va au-delà d'un retour financier, quoi. Et peut-être que je suis prêt à prendre ce risque parce qu'il y a un gros risque finalement, parce que ça reste un actif très risqué, une entreprise privée, une start-up de surcroît. Donc voilà, il y a cette première tendance. Ensuite, plus parce que je pense que c'est un effet qu'on dit le jargon d'early adopter, ça leur parle mieux. Ça veut dire que early adopters, c'est les personnes qui seront les premiers à saisir l'intérêt et à se passionner pour un sujet. Et quitte à ce que, parce que faut le dire, on récupère pas forcément son argent, il y a une forte risque de perte en capital. Oui, tout à Et fait. quitte à perdre son capital, autant se dire qu'on a fait une action à Voilà, impact. qu'on a plutôt Au moins, financé quelque chose on est perdant, certes, sur le volet financier, mais sur le volet, on va dire, sociétal, pour être large, c'est ça. on est gagnant. Et donc la première, et là où on a quand même créé le modèle beaucoup plus, c'est avec plutôt des entreprises fintech. Parce que tout de suite, tu parles non seulement à des entreprises qui maîtrisent plus ces sujets, donc de table de capitalisation, parce qu'en fait, il y a aussi ce tabou-là. C'est pas tous les entrepreneurs qui... et je pense que c'est un tabou dont on devrait parler beaucoup plus et de manière beaucoup moins dramatisante et bien plus simple. Comment construire une bonne table de capitalisation, comment bien et avec ses employés et avec ses investisseurs institutionnels, un plus gros investisseurs. Donc ça peut être le lieu d'un autre sujet. Donc en premier lieu, on a eu beaucoup d'entreprises fintech, donc. Et d'ailleurs, tu vois, en France, les premières qu'on a lancées, ça a été Finari, ça a été Conto. Donc tu vois qu'il y a quand même une histoire qui se reproduit. Et ensuite, la deuxième plus grosse verticale qu'on a, c'est tout ce qui est consumer. Donc avec des très belles histoires comme Cowboy, donc, qui a fait en tout 3 opérations avec nous. Citymapper aussi, Eura dont je te parlais, Mapster récemment en France, où ce sont des marques avec des clients qui sont très engagés et qui sont très amoureux en soi et convaincus des produits de ces marques. D'accord. On va rentrer un petit peu dans la partie désagréable du podcast. Moi, quand je te disais que je travaille plusieurs classes d'actifs, je constate, ça n'engage que moi, hein, c'est pas, j'ai pas de, comment ça s'appelle, de sourcer scientifiquement mes dires, mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'engouement pour des classes d'actifs, que ce soit les cryptos ou, on va dire, l'investissement en start-up. Ouais. Et je me méfie beaucoup des classes d'actifs où le storytelling est très présent. Ouais. Et pourquoi on va dire que les jeunes s'intéressent un petit peu moins au côté, c'est qu'aujourd'hui, avec la transparence de l'information du côté, c'est que je dis pas, j'ai utilisé le mot bullshiter, mais c'est plus différent de dire ce qu'on appelle en finance broker, c'est-à-dire vendre l'article, vendre le truc, surtout quand tu es aujourd'hui dans des performances on va dire, de value en action, des actions value, où là, il faut regarder vraiment les chiffres et c'est supérifique, plutôt que ce qu'on appelle les valeurs croissance, où on va plus raconter une histoire. Et je trouve que c'est très compliqué quand on n'a pas de recul, quand on n'a pas de formation en analyse de risque, on peut tomber. C'est hyper facile de tomber dans de la crypto. Regardez cet ICO qui est vachement bien, qui va révolutionner je ne sais pas quel pan de l'économie ou quelle industrie, où effectivement cette boîte c'est génial, c'est 2 copines d'enfance, je parle de prospects que j'ai vus, je me suis demandé comment elles avaient soulevé de l'argent, qui vendaient des boîtes de thé, tu recevais un thé du monde différent tous les vendredis. Voilà, c'est très bien, elles ont levé des fonds. Bon, la boîte n'existe plus depuis, mais voilà, je me dis
que si c'est des gens, et notamment je travaille sur le 150 0 BTR, où grosso modo, pour dire aux gens qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le apport cession, c'est quand vous vendez votre société, vous devez payer des impôts dessus, sauf si vous réinvestissez une partie du capital dans l'économie réelle pour faire des entreprises. Donc il y a des gens qui souvent ils ont 24 mois pour le faire, se réveillent, il ne reste plus que 6 mois et ils finissent par mettre ça où ils peuvent, où ils trouvent de la place. Donc voilà, ça c'est pas très grave si c'est eux qui perdent l'argent. En revanche, la petite musique que j'entends dans les cryptos, et Dieu sait que sur Twitter, je crois qu'on a parlé de l'activité sexuelle de ma maman plusieurs fois parce que je parlais d'effectivement que le livret A, que comparer du stacking et du livret A, fallait rien connaître à la finance, mais voilà, je passais pour le boomer de CGP, et on insultait toute ma descendance. Donc tout ça pour dire que est-ce qu'il n'y a pas une part de storytelling qui peut être vraiment une trappe pour les gens qui s'y connaissent pas? Ça, c'est une question super intéressante et super compliquée et je pense que tu vois il y a plusieurs sujets dans le sujet parce tu me parles de réseaux sociaux dedans, tu parles d'un quelque chose de très naissant avec des comportements nouveaux en France notamment où en effet, des jeunes qui commencent à se poser des questions sur comment demain ils payent leur retraite, comment demain potentiellement ils s'occupent de leurs parents aussi. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué de leur jeter la pierre, de leur dire essayer finalement de gagner des sous de manière facile, sachant qu'on leur a pas appris à comment mieux gérer autrement. Donc, si je peux apporter ma petite contribution et modeste contribution. Là où je suis d'accord avec toi, je pense que c'est collectivement. Et quand je dis collectivement, ce sont et les entreprises et les gens que tu représentes, mais aussi les banquiers, l'école, le régulateur, où on doit continuer d'œuvrer dans ce sens, à rendre les choses plus intelligibles. Mais quand tu parles d'un marketing aussi où les choses sont faciles, moi je trouve qu'il y a aussi un autre marketing qu'il faut combattre, c'est le marketing où on comprend rien finalement. C'est très opaque, on est dessaisi du produit qu'on a acheté. C'est un autre marketing, c'est un marketing très autoritaire qui te dit tu ne sais pas, fais-moi confiance, je vais faire pour toi. Je vais te donner un truc que je ne devrais pas dire, je vais me tirer une balle dans le pied. Mais souvent, quand tu fais de la prospection dans le dur, j'ai souvent des gens un peu hautains. Et ce que tu dis, le marketing d'autorité, moi, c'est dans mon argumentaire commercial. Souvent, quand j'ai un avocat, un avocat fiscaliste spécialisé en TVA, je vais tout de suite le bombarder de termes qui me dit, grosso modo, j'ai pas besoin de vous comprenez, je suis avocat fiscaliste. Voilà, donc là, du coup, je lui demande un petit peu ce qu'il pense des clean shares, au niveau des parts clean share de son contrat d'assurance vie, est-ce qu'il est en clean share ou pas. Là, il comprend pas, vu que c'est du langage financier, purement financier. Et quand j'ai quelqu'un qui bosse dans une société de gestion qui me dit j'ai absolument pas besoin de vous, là je prends le volet juridique et je lui demande si dans son contrat de mariage il y a des clauses de préciput. Donc, je sais même pas si j'ai ça dans mon contrat de mariage. Ah d'accord, voilà, tu demanderas à ton notaire. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement on peut l'utiliser, mais moi c'est juste pour dire maintenant en fait on fait des métiers différents, maintenant écoutez-moi. Mais tu vois, par exemple, tu me prenais le cas des viandes végétales. Je vais passer encore une fois pour le boomer de service, mais je me dis, je préfère peut-être investir chez mon boucher, où je vois qu'il y a bien 40 minutes de queue le dimanche pour acheter le poulet rôti du dimanche. Voilà. Et les chiffres d'affaires, je les vois à peu près comment ça marche le business. En allant faire la queue. Pas forcément. Et tu vois les prix. Voilà, après j'ai des copains d'enfance bouchers, donc je connais un peu. Voilà, j'aurais des infos sur le sujet, mais je serais ravi de prendre des parts dans cette boucherie et dans d'autres boucheries parisiennes qui se revalorisent à des voilà. Plutôt que dans une boîte où on va me dire écoute, l'acceptation du véganisme aux US à Portland est de tant de pourcents, donc le temps que ça arrive à Paris, tu vas voir, c'est génial. Voilà, c'est ça que j'appelle le storytelling. Et
Mais pour moi, et c'est moins sexy d'investir chez son boucher du coin qui te fait des rillettes, tu vois. Il y a plein de... Maintenant, les bouchers, c'est le nouveau sexy. Je pense que c'est vraiment une manière dont tu te places. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, nous, on n'est pas conseil, encore une fois. Et ça, on le répète, ça fait... Voilà, on n'est pas conseil. Et on est plutôt dans... Notre mission, c'est de l'inclusion. Donc moi, je suis très heureuse si tu investis dans la boucherie du coin et si tu te rends compte du risque que tu prends, parce qu'il y a un risque aussi que tu prends. Et très heureuse si tu es heureuse aussi d'investir ou ton ami Bobo vegan qui voudra, comme moi, je préférerais investir potentiellement dans de la vegan meat. Et je crois que là où tu as un point important, c'est que à la fin des fins, il faut se méfier de quand on dit que tout est facile, qu'il y aura un retour d'un claquement de doigts. Et nous, c'est clairement pas ce qu'on fait. D'ailleurs, quand tu investis, tu as tout un questionnaire à remplir. On ajoute beaucoup de friction dans les parcours pour que les gens se rendent compte en fait qu'ils peuvent tout perdre. Donc c'est plutôt de l'argent que tu peux perdre que tu mets, parce que ça reste une entreprise qui commence, qui a encore beaucoup de choses à prouver, et donc c'est pas liquide comme actif en plus. Tu peux pas donc ça, on le dit à chaque fois, attention, vous investissez tu as besoin de, quand tu investis sur CrowdQ, il faut que tu aies montré que tu aies compris qu'est-ce que c'est la notion de non liquidité, d'illiquidité. Et donc ça, c'est tout au travers du parcours client, je présume. Tout à fait. C'est un questionnaire. Et du moment que tu n'as pas répondu bien au questionnaire, tu ne peux pas investir, en fait. Ok. Le panier, ça m'intéresse. Le panier moyen chez vous d'investissement, il est de combien ? Ça dépend ça dépend encore une fois du secteur. On va dire qu'il va de 300 à 1000 euros selon le secteur dont on parle en fait. Ok, qu'est-ce qui fait bouger Quand tu as des entreprises où la communauté en fait c'est plutôt des populations CSP ou à patrimoine, ou alors où c'est plutôt une communauté très tech. Après, quand tu as des choses beaucoup plus consommateurs, même pas forcément de gens jeunes, mais beaucoup plus consommateurs, tu vois, décidément, on n'aura jamais parlé autant de vegan meat, je suis désolée, mais quelque chose du quotidien, déjà, c'est plutôt, tu mets quelques euros pour acheter le paquet, donc est-ce que tu vas mettre autant de... Et pour revenir sur le vegan meat, c'est pas parce que je dis que j'ai envie d'investir chez mon boucher. Tu peux faire les deux, comme ça tu diversifies. Non, il y a ça. Après, il y a une réalité sur la viande, l'écologie, le traitement des animaux. On peut pas nier le. Ouais. Voilà. Ok, c'est très clair. Donc, tu disais panier moyen entre 300 et 1000 euros, mais ticket d'entrée... À partir de 10 euros, en général. 10 euros. En fait, c'est des multiples du prix de l'action de l'entreprise. Ok. Donc, les années, la durée de l'investissement, en moyenne, c'est combien de temps ? Avant qu'on ait gagné de l'argent ou perdu de l'argent, nous, on travaille beaucoup c'est pour ça qu'on a créé la partie secondaire. Donc, pour faire qu'est-ce que c'est secondaire ? C'est qu'en gros... Une action primaire, c'est une action qui est émise, qui est toute neuve, voilà. Donc ça, c'est une opération primaire quand tu fais une augmentation de capital. Le secondaire, c'est quand tu as déjà acheté une action, potentiellement tu as besoin d'acheter un appart, tu as besoin de liquidité, de cash, et donc tu vas vouloir la revendre. Nous, on travaille aussi sur cet aspect-là, avec les entreprises, toujours, pour qu'elles puissent créer des opérations en secondaire, donc permettre à leurs employés, à leurs premiers actionnaires, à des actionnaires via CrowdQ de revendre dans des termes précis, à un moment précis. Donc, vous aidez à créer une forme de liquidité. C'est ça, même tout à si, fait. On le redit, on est dans un produit peu liquide, et vous essayez... De le rendre plus liquide, sachant que, tu as raison de le préciser, par défaut, il faut se dire que c'est du très long terme. Pour ceux qui lisent Snowball, c'est un investissement de très long terme, en fait. Tu le mets, tu l'oublies, et tu espères que l'entreprise, tu peux l'aider, peut-être des fois en faisant des introductions, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette communauté pour recruter, tester des nouveaux produits, et donc ça permet bien sûr de développer un peu plus le potentiel de l'entreprise, mais c'est du très long terme, parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, cet argent pourra se matérialiser en cash et ne plus être du papier si l'entreprise
fait une exit, donc se fait racheter, ou alors rentre en bourse, donc devient publique, ou alors qu'elle vend, qu'elle crée une opération en secondaire. Voilà. D'accord. Et si elle refait une deuxième... Oui, elle peut, en effet, à cette occasion-là, décider de faire un mix entre des primaires et des secondaires, tout à fait. Ok, donc effectivement, là, c'est répondre à la notion de liquidité. Qui est importante. Très importante, ouais. Sachant qu'effectivement, ça, c'est mon job de gestionnaire de patrimoine, mais c'est que sur ces classes d'actifs-là, on est beaucoup moins, je veux dire, en pourcentage présent que sur des fonds actions, même fonds euros ou de l'immobilier. Donc, c'est toujours une petite poche intéressante qui va un petit peu doper le patrimoine, le rendement du patrimoine global en fonction. Donc, toi, pour conclure sur la présentation, sur cet épisode, tu conseillerais vraiment... J'ai pas le droit de conseiller. Non, oui, c'est exactement, c'est très mal. Pas conseiller, mais qu'est-ce que tu proposerais? C'est plutôt se dire, je vais mettre... Perso, moi, je mets l'argent que je peux perdre. Oui, bien sûr, l'argent que tu peux perdre, mais plutôt dans une boîte qui est un peu dans ton environnement professionnel ou que tu connais, ou à l'inverse, tu vas dire, je vais prendre des petits tickets et je vais diversifier. J'aime pas ça parce que c'est un peu péjoratif, mais lancer un peu un filet de pêche et voir ce qui remonte. Moi, je pense que justement, j'ai pas cette casquette d'investisseur très professionnel. C'est marrant, sur la communauté de membres d'investisseurs CredCube, il y a une petite portion, mais une portion là quand même, d'investisseurs très professionnels en fait, qui sont des fois eux-mêmes VC, qui travaillent en M&A, voilà, eux, ils font qui du sont comme M&A toi, dans la biotech, voilà, qui ont des thèses d'investissement très 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 définies. Et ensuite, tu as des personnes plus comme moi, je pense que je suis un entre-deux. Donc, encore une fois, ça ne concerne que moi. Mais j'investis plutôt dans ce que je connais, ce que je comprends, parce que j'ai eu mes propres expériences, donc de par ailleurs. Et ce que je peux perdre, surtout. Voilà. Et sachant que c'est quelque chose que j'investis, et j'oublie que je l'investis. Et puis, j'espère que demain, l'entreprise va réussir, si bien que je pourrais avoir un retour, bien sûr. Mais aussi, c'est financer des choses en lesquelles je crois, clairement. Mais ça, je parle pour moi, perso. Et après, tu as des personnes qui vont investir vraiment parce que ce sont des vrais ambassadeurs de cette entreprise. C'est peut-être le seul et unique investissement qu'elles feront. Et moi, je trouve que c'est génial aussi de se dire que pour la première fois de leur vie, certainement, elles ont investi. Peut-être que ce sera la seule fois. Et elles l'auront fait avec le support de CredCube et de l'entreprise qui ouvrait son capital. Ok, c'est très clair. Dernière question, est-ce que tu aurais une petite recommandation à nous faire? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. D'accord. Mais là, moi, je suis une passionnée de food. Donc, tout ce qui est à manger, même s'il y a des choses que je ne mange pas. Et je trouve que Mais quel food? Junk food? Non, plutôt asiate. Avec un gros penchant coréen, chinois, japonais et thaï. Et non, mais c'était plutôt... les Vietnamiens et les Laotiens, t'as tout donné, sauf ils vont apprécier, hop. Écoute, mais j'aime beaucoup aussi. Okay. Mais si tu me demandes mes coups de cœur à moi, oui, c'est là où je... Non, mais ça m'a fait rigoler parce que t'as dit, t'as quasiment tout énoncé, sauf... Ok. Je pense qu'il y a même d'autres que j'ai pas noté. Mais moi, j'aime beaucoup pour ce qu'elle représente et ce qu'elle a arrivé à faire, la créatrice de Bao Family. Donc, il y a plusieurs restaurants. Et pourquoi je sais qu'il y en a à Paris, il n'y a pas que des Parisiens. Il y a Bleu Bao, je crois qu'il n'y a que à Paris pour le moment. Voilà. Et donc, espérons qu'elle a... très parisienne. J'espère qu'elle arrive. Mais elle a fait un livre, donc potentiellement, ça, tu peux l'acheter même en n'étant pas à Paris. Et peut-être qu'elle a un dessin de... Mais c'est plus pour ce qu'elle incarne, parce que moi, c'est mes origines aussi. Donc, c'est une femme entrepreneur qui a fait le pari de rendre la cuisine chinoise noble, intéressante, trendy, alors que depuis que moi j'existe, je dirais, on m'a toujours envoyé cette espèce de stigmate des Chinois qui mangent du chien, qui sont dégueux, les traiteurs
les traiteurs qui sont pas propres, et avec beaucoup de stéréotypes sur cette cuisine qui est très riche, parce qu'il y a énormément de cuisine dans la cuisine, et qui est pas simplement du frit et des trucs un peu bas de gamme, mais qui est une cuisine très sensuelle, très sur les produits, et je trouve que c'est une magnifique réussite pour ça, parce que c'est autant une belle entreprise qu'une performance en tant que telle, parce que c'est une femme, et c'est pas facile dans la restauration d'être entrepreneur dans la restauration, et d'autant plus quand tu es issu de cette immigration-là où il y a beaucoup de caricatures. On parle de racisme positif parfois, donc c'était ma petite touche finale. Ok, super. T'as des... je veux pas te mettre dans les cordes, mais t'as des adresses de restos... on va dire asiatique de manière large. J'en ai trop. J'aurais besoin de 8 heures pour ça. Mais je peux partager, oui, bien sûr. Tes top 3, si on se balade à Paris, un truc... voilà. Je vais faire... dans des gammes de prix, on va dire... Je pense que si on doit casser la tirelire, il faut aller au Shang Palace. Donc, c'est le seul étoilé chinois en France, avec le chef Samuel Lee, et c'est incroyable. Et les dim sum, c'est vers où l'adresse? C'est dans le 8e. 8e. Et donc, les dim sum, c'est de l'orfèvrerie. Et puis, le riz sauté, parce qu'on ne dit pas riz cantonais, on dit riz sauté. Ok, c'est passé. Le riz sauté, c'est juste... tu redécouvres les saveurs du riz sauté, ça, c'est assez incroyable. Ensuite, dans une gamme un peu plus moyenne, on va dire, je dirais un Thaï, qui est Paya Thai. C'est ma deuxième maison. C'est des cuisinières incroyables, un grand cœur, un très très grand cœur, qui ont clairement rendu mon confinement plus chaleureux. Et le dernier, je dirais les raviolis du Nord-Est, qui a un peu essaimé à Paris aussi. Désolée, je suis parisienne maintenant, donc j'aurai plus d'adresses à Paris. Mais voilà, pour un super rapport qualité-prix, un bon boui-boui comme on les aime, des super raviolis. Voilà. Pour tous les goûts en plus. Tu auras de la viande si tu veux, et j'aurai du tofu. non, oui. Après, moi, je mange pas énormément de viande, mais c'est... ok, mais c'est super. Donc, moi, ma recommandation, ça sera tout simplement mettre de l'écran total quand vous allez à la piscine, même à 9h30 du matin. Si vous avez une peau d'anglais comme moi, vous pouvez cramer. Mettez de l'écran total. Voilà, et maman, désolé, j'en mettrai la prochaine fois. Où c'est qu'on te retrouve sur les réseaux, LinkedIn? Sur LinkedIn, je me fais une joie de répondre aux gens qui me posent des questions, qui sont curieuses. D'ailleurs, je te remercie de la fluidité. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi une des excuses que je vais utiliser pour pas être régulier. C'est que je galère sur certains invités qui me font galérer. Certains m'ont demandé à être rémunéré, donc non, voilà. Voilà, mais... Comment ça, tu vas pas me payer en fait? Voilà, mais est-ce que vous payez? Non, mais c'est vrai, il m'a envoyé ça. Ouais, mais vous payez les invités? Non. Bon, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que ça a été simple, ça s'est fait vite, alors qu'il y en a, on est en tractation depuis 9 mois, je crois. Donc voilà, donc LinkedIn. Ouais. Voilà, et puis mon email, et mon email si vous... Okay. Non, franchement, je suis pas une grande pro des réseaux. D'accord, ok. Quant à moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Projet de newsletter, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que attention, Johan, t'as de la concurrence. Oui, c'est surtout ça. C'est est-ce que ça sert encore à faire des newsletters j'en sais rien, on pourra en parler après le podcast. Voilà, donc on réfléchit à ça pour faire une newsletter qui sort un peu des sentiers battus et pas un énième pâle copie de ce qu'on peut trouver. LinkedIn, et encore une fois, abonnez-vous. C'est important que vous parliez un petit peu du podcast, de la version YouTube, mais également de la version podcast sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on a un peu plus de temps, donc on va essayer de vous mettre 2-3 épisodes avant la coupure estivale. Promis, à partir de septembre, on réfléchit à un moyen à être un peu plus régulier, quitte à passer sur une vidéo toutes les quinzaines, parce que je pense que
la promesse d'une vidéo par semaine. Ah oui, tu mets la barre haute, voilà, tu ne t'épargnes rien. Voilà, c'est comme les bonnes résolutions du 1er janvier, voilà. Donc, on va voir ça. Promis, il y aura un peu plus de régularité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci beaucoup.